Imaginons un instant une scène assez surréaliste en fait. Un homme entièrement nu qui tourne carrément le dos à la civilisation pour s'enfoncer dans une forêt épaisse. Ah ouais, c'est une image plutôt frappante pour commencer. Grave. Il retourne délibérément à l'état sauvage. Et juste derrière lui, il y a un aristocrate richement habillé, genre avec des vêtements en soie, qu'il regarde avec une expression d'horreur et de choc absolu. C'est le fameux frontispice de l'édition originale de 1755, c'est ça? Exactement. C'était ultra provocateur, presque scandaleux pour l'époque. Et ça pose immédiatement le problème qu'on va aborder dans notre exploration d'aujourd'hui. Et le contraste est encore plus dingue quand on regarde la couverture de l'édition moderne, tu sais, celle établie par Blaise Bachofen et Bruno Bernardi. Ah oui, la tour de briques. Voilà, on y voit une immense tour circulaire construite en briques rouges, un truc lourd, rigide, super imposant. Mais, et c'est là que c'est fort, à travers cette structure artificielle, il y a des arbres verts et touffus qui arrivent à pousser. Comme si la nature reprenait ses droits. C'est ça. La civilisation est présentée comme une carapace, un truc fabriqué de toutes pièces qu'on a construit par-dessus une nature qu'elle essaye désespérément de dompter. Et ce choc visuel, c'est le point de départ idéal pour notre décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des textes les plus explosifs de la philosophie politique, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de Jean-Jacques Rousseau. Un texte monumental, ouais. Et la mission de ce texte, c'est de répondre à une question qui a l'air super simple. Comment est-ce que l'humanité a basculé d'un état originel d'égalité totale à des sociétés structurées par la richesse, la domination et l'asservissement ? Et la réponse de Rousseau, c'est un vrai coup de marteau intellectuel. Il dit que les inégalités sociales qu'on voit tous les jours, elles sont pas du tout dictées par la nature. Pas du tout. C'est une invention complète, le produit d'une très longue série d'accidents historiques et de choix humains. Du coup, pour prouver que la société est une fabrication, Rousseau nous oblige à chercher le matériau brut qui a servi à construire tout ça. L'être humain à l'état pur, quoi. Ouais. Et il affirme direct que tous les philosophes avant lui se sont lourdement plantés là-dessus. Surtout Thomas Hobbes, par exemple. Ah, Hobbes! Celui qui imaginait l'état de nature comme une guerre perpétuelle de tous contre tous. Genre un cauchemar total de violence et de compétition. Sauf que Rousseau dit qu'il y a une erreur d'observation fondamentale là-dedans. Ces penseurs croyaient décrire l'homme sauvage, mais en fait, ils décrivaient l'homme civilisé. Ils ont pris le londonien ou le parisien de leur époque avec son avarice, son égoïsme, sa soif de pouvoir, ils l'ont juste projeté dans le passé. C'est le biais de confirmation classique. Tu regardes le résultat final pour imaginer le point de départ. C'est clair. Et pour éviter ce piège, Rousseau propose une méthode fascinante, une sorte d'expérience de pensée qu'il appelle la méthode du dépouillement. Le but, c'est d'enlever couche par couche des millénaires d'acquis culturels. Ça me fait penser à une sorte de rétro-ingénierie extrême. Genre, imaginons qu'on prenne un smartphone ultra complexe et qu'on décide de le ramener à son état d'origine. D'accord, je vois l'idée. On commence par désinstaller les applications récentes. Puis on supprime les mises à jour logicielles. Ouais, les trucs de sécurité, les applications par défaut, jusqu'à virer tout le système d'exploitation. Et on s'arrête pas là. On retire l'écran tactile, on fait fondre le plastique, les métaux rares. Voilà. Jusqu'à se retrouver avec juste le petit morceau de silicium brut, totalement inerte au cœur de la machine. Et ce silicium, dans la théorie de Rousseau, c'est ce qu'il appelle l'homme naturel. Un être qui nous est franchement presque totalement étranger. Complètement. Le portrait qu'il en dresse, c'est un animal robuste qui vit dispersé dans les forêts de manière totalement solitaire. Il n'y a pas de langage, pas de maison, aucune capacité à prévoir les choses. Il mange sous un chêne, il boit au premier ruisseau et il s'endort au pied du même arbre. C'est tout. Pas d'angoisse du lendemain, vu qu'il est incapable de se projeter dans l'avenir. Ses seuls désirs, c'est la nourriture, la reproduction et le repos. Et le truc super important à capter, c'est qu'il est même pas guidé par la raison. Pour Rousseau, la raison, c'est une construction sociale. Ah ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il guide alors ? 2 principes pré-rationnels, des instincts super profonds. Le premier, c'est l'amour de soi. Attention, faut pas confondre avec l'égoïsme, c'est ça. Exactement. L'amour de soi, c'est juste le simple instinct de conservation, la volonté biologique de rester en vie. Logique. Et le deuxième principe ? C'est la pitié naturelle, une répugnance viscérale innée à voir souffrir un autre être sensible. Surtout un autre humain. Voilà. Et c'est cette pitié, pas une quelconque loi morale, qui empêche les massacres gratuits que Hobbes imaginait. Si quelqu'un prend la nourriture de cet homme naturel, il va pas déclarer une guerre de sang ? Bah non, il fait juste quelques pas de plus dans la forêt pour cueillir d'autres fruits.
L'inégalité physique existe, bien sûr, il y en a des plus forts ou des plus rapides, mais ça n'a aucune importance, parce qu'il y a zéro dépendance mutuelle. Bon, je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. J'ai un peu de mal à voir l'idéal là-dedans. Un individu qui erre tout seul, sans but, qui communique pas, qui crée rien, c'est d'une pauvreté affligeante, non? C'est rude, c'est sûr. On dirait presque une forme de mort cérébrale à l'échelle de l'espèce. Il idéalise pas une survie complètement misérable, là? C'est une super question, et le texte nous force justement à revoir notre définition de la misère. En fait, qu'est-ce que c'est la misère? Privation. Mais pour souffrir d'une privation, il faut d'abord avoir conscience que cette chose te manque. Et surtout, avoir le désir de la posséder. Ah, je vois où tu veux en venir. L'homme naturel, il souffre pas de ne pas avoir de villa ou de vêtements de marque parce que ces concepts n'existent même pas dans son cerveau. Ses désirs sont alignés avec ses besoins de base. Voilà, son cœur est en paix. La véritable misère, selon Rousseau, elle commence seulement quand nos désirs dépassent nos besoins naturels et qu'on n'est plus capable de les satisfaire par nous-mêmes. Donc cet état de nature, c'est pas une utopie romantique où on danse dans les prés avec les animaux. Pas du tout. C'est un point d'équilibre statique, une homéostasie absolue, où les générations se succèdent à l'identique, sans progrès, mais aussi sans la moindre souffrance morale. Ok, vu comme ça, l'ignorance est une bénédiction, littéralement. C'est un peu l'idée, ouais. Mais du coup, ça soulève un énorme mystère. Si cet équilibre était si parfait, si stable, pourquoi on en est sorti? Pourquoi on n'est pas resté dans cette forêt? La clé, c'est une caractéristique unique à l'espèce humaine, que Rousseau appelle la perfectibilité. C'est le moteur caché de toute notre histoire. La perfectibilité. Ouais. L'animal, au bout de quelques mois, il est exactement ce qu'il sera toute sa vie. Et son espèce sera la même dans 1000 ans. L'humain, lui, a une plasticité, une faculté d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences, de s'adapter. Et donc de se transformer lui-même. Exactement. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, cette perfectibilité, c'est comme si on naissait avec un disque dur totalement vierge, avec une capacité de stockage infinie. C'est une super image. Le potentiel est énorme. Mais ce disque dur n'enregistre rien tant qu'il n'y a pas de données à traiter. Donc ça aurait pu rester dormant indéfiniment. Tout à fait. Si l'homme naturel était resté isolé, rien n'aurait changé. Rousseau insiste sur le fait que c'est le pur hasard des contingences géologiques qui a activé tout ça. Des hasards géologiques, ouais? Genre quoi? Des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations massives. Des événements qui ont forcé ces humains solitaires à se regrouper sur des territoires plus petits. La proximité est devenue inévitable. Et qui dit proximité dit besoin de se faire comprendre. Et voilà, l'invention du langage entre en scène. Ah mais on imagine bien que ça s'est pas fait en un jour. Genre, un mec pointe un arbre et dit « arbre » et tout le monde applaudit. Ah bah non. Rousseau décrit un processus d'une lenteur inconcevable. C'est le grand paradoxe du langage. Comment ça? Comment tu inventes des mots pour désigner des concepts généraux si t'as pas encore la raison pour penser ces concepts? Et inversement, comment tu développes ta raison sans mots pour structurer ta pensée? C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Il a fallu des millénaires pour passer du simple cri de peur aux gestes, puis aux sons articulés. Et ça a irrémédiablement modifié le cerveau humain. La pensée abstraite est née. Et avec cette nouvelle proximité et ce langage, on arrive à une période que Rousseau a l'air de pas mal aimer, non? L'âge des cabanes. Oui, la véritable jeunesse du monde, comme il l'appelle. On imagine des familles qui commencent à s'établir, à construire des petits abris en boue et en branches. C'est l'apparition des sentiments doux, comme l'amour conjugal et paternel. C'est un vrai moment de grâce dans sa chronologie, un juste milieu parfait. On n'est plus dans l'isolement total de l'animal, mais on n'est pas encore dans la frénésie compétitive de notre époque. Exactement. Il y a des loisirs. Les humains se rassemblent autour du feu, ils chantent, ils dansent. Et surtout, ils restent économiquement indépendants. Chacun sait se faire ses propres vêtements, tailler ses flèches, construire sa hutte. Zéro division du travail. Voilà, les interactions apportent de la joie sans créer de dépendance matérielle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le poison est déjà là, non? Avec ces fameux rassemblements autour du feu. Ah oui, c'est la naissance d'un nouveau mécanisme psychologique dévastateur, l'amour-propre. Qu'il faut absolument distinguer de l'amour de soi dont on parlait au début. Totalement. L'amour de soi, c'est la survie biologique. L'amour-propre, c'est la comparaison sociale. Ah, le fait de se regarder chanter, danser, on commence à juger les autres. Et à vouloir être jugé positivement, le plus beau, le plus fort, le plus éloquent devient le plus considéré. Et c'est le tout premier pas vers l'inégalité. Et vers le vice aussi. La vanité,
La honte, l'envie. Une blessure devient un affront, une atteinte à l'estime de soi qu'il faut venger. C'est la rupture terrible entre ce qu'on est réellement et ce qu'on doit paraître pour être admiré. Et cette fragilité psychologique va rencontrer un catalyseur technologique massif. Les deux arts fatals de Rousseau. La métallurgie et l'agriculture. Le fer et le blé. C'est la fin définitive de l'âge des cabanes. Et il y a cette phrase ultra célèbre dans le discours, je crois que c'est le passage le plus connu. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. C'est une formule choc, mais il montre surtout la mécanique derrière cette usurpation, non? Le fer et le blé imposent la division du travail. C'est d'une logique implacable. Celui qui passe ses journées dans une forge à fondre du fer, il n'a pas le temps de cultiver son repas. Il a besoin de l'agriculteur pour le nourrir. Et l'agriculteur a impérativement besoin de la charrue et des outils du forgeron pour cultiver la terre à grande échelle. C'est la fin de l'autosuffisance. Soudain, on a viscéralement besoin des autres pour survivre. Et le travail de la terre entraîne inévitablement son partage. Oui, pour t'assurer de récolter le blé à la fin de la saison, tu dois réclamer un droit sur le terrain lui-même. C'est la naissance de la propriété foncière. Ça s'insinue par le travail légitime, puis ça se fige en droit. Mais attends, ça me fait grave penser à une immense partie de Monopoly avec un twist de fou. C'est-à-dire? Au début de la partie, personne sait que c'est un jeu. Les gens se promènent sur le plateau, ils profitent des cases, partagent les ressources. On se balade sur la rue de la Paix sans pression? Voilà. Et d'un coup, un joueur invente le concept de titre de propriété. Il pose ses petites maisons vertes sur les meilleures cases, il met des clôtures et il exige qu'on lui verse un loyer exorbitant. Alors que les autres n'ont même pas lu les règles. L'analogie est excellente. Appartient à personne. À cause de la progressivité du truc. Ça, c'est pas fait en un jour. Les inégalités naturelles, genre de force ou de talent, se sont combinées avec les inégalités d'opportunité. Le plus fort produit plus, le plus adroit utilise mieux ses outils. Et l'écart se creuse, presque de manière imperceptible. Et avec la dépendance mutuelle, c'est devenu une toile d'araignée impossible à fuir. Le riche a un besoin terrifiant du pauvre pour cultiver ses terres, et le pauvre a un besoin vital du riche pour pas mourir de faim. Ce qui crée une situation sociale littéralement explosive. C'est le chaos total. On se retrouve avec une minorité de propriétaires et une masse de gens dépossédés le tout. Ceux que Rousseau appelle, froidement, les surnuméraires. Ils n'ont plus de terre, plus d'indépendance. Et la nature pacifique disparaît, remplacée par les vols, les meurtres. C'est là qu'on plonge dans la guerre de tous contre tous de Hobbes, en fait, à cause de la propriété, pas à l'état de nature. Exactement. Le bain de sang est total. Et c'est à ce moment précis que les riches réalisent à quel point leur position est précaire. Oui, leurs biens ont été acquis par la force, donc la multitude peut les leur reprendre par la force à tout instant. Et comme ce sont les seuls à avoir beaucoup à perdre, c'est eux qui payent le prix fort de cette guerre perpétuelle. Avoir des richesses, ça sert à rien si tu dois passer ta vie à les défendre au péril de ta peau. Du coup, ils vont concevoir le projet politique le plus machiavélique de l'histoire. Le contrat social truqué. C'est vraiment l'arnaque du siècle. Les riches réunissent ceux qu'ils exploitent et leur font un discours magnifique. On va s'unir pour protéger les faibles, garantir la paix, assurer la justice pour tous. Alors que c'est eux le problème. C'est littéralement la manœuvre d'un chef de cartel ultra-violent qui a racketé un quartier entier pendant des années. Et qui, soudain, commence à flipper pour sa propre sécurité face aux gangs rivaux. Du coup, ils fondent une agence de sécurité privée hyper officielle et ils rassemblent les habitants exténués par la violence, il leur fait signer des contrats. Payez-moi des impôts légaux pour que je vous protège. Contre mes propres hommes de main. Le génie du truc, c'est d'utiliser l'idée d'équité pour figer une injustice absolue. Mais comment les gens ont pu être aussi aveugles? Rousseau dit qu'ils ont couru au-devant de leur faire en croyant assurer leur liberté. L'explication de Rousseau est glaçante de lucidité. Les gens de cette époque avaient assez de raisons pour voir les avantages immédiats d'un système politique. L'ordre, la fin des meurtres, la sécurité. Mais il manquait d'expérience pour voir les abus qui allaient arriver. C'est exactement le calcul désespéré d'un homme gravement blessé. Il accepte qu'on lui ampute le bras pour sauver le reste de son corps. Ils ont sacrifié une partie de leur liberté naturelle pour protéger leur survie. Et le piège s'est refermé. La force est devenue un droit irrévocable. Et à partir de là, le texte retrace la descente aux enfers de cette société, en 3 grandes étapes. Vas-y, quelles étapes? D'abord, l'établissement de la loi et du droit de propriété. Ça grave dans le marbre la division entre riches et pauvres. Ensuite, De l'institution de la magistrature. On crée des postes de pouvoir pour faire appliquer ces lois.
ce qui fige la domination entre puissants et faibles. Et la dernière étape, le stade suprême de l'inégalité. C'est quand ce pouvoir légitime dégénère en pouvoir arbitraire, le despotisme absolu, la division ultime entre le maître et l'esclave. La loi n'est plus que la volonté du despote. C'est vraiment une analyse d'une puissance incroyable, et ça nous force à regarder nos structures actuelles d'une toute autre manière. Bah oui, nos codes civils, nos registres de propriété, nos appareils d'État, on a l'impression que c'est l'ordre naturel des choses, parce qu'on baigne dedans depuis la naissance. Mais la méthode du dépouillement, ça agit comme un acide, qui dissout cette illusion. Ça montre que tout ça, c'est juste le sédiment, la croûte durcie de vieux conflits de pouvoir et de tromperies institutionnelles. Qui a été construit par des choix humains, n'a aucune fatalité naturelle. Et c'est là toute la pertinence de ce texte aujourd'hui. Carrément. Et d'ailleurs, la pensée finale de Rousseau est super incendiaire. Quand il décrit ce fameux aboutissement tyrannique des sociétés, ce moment où tout le monde est réduit à rien face aux despotes, il lâche une phrase de fou. Je vois exactement de laquelle tu parles. Il dit que ce cycle de despotisme durera, je cite de mémoire, jusqu'à ce que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement ou le rapprochent de l'institution légitime. Il introduit l'idée que le système, quand il devient trop inégalitaire, devient tellement artificiel et instable qu'il finit par se fragiliser de l'intérieur. La violence qui soutient le despote se retourne contre lui. Et ça ouvre l'espace pour repenser un vrai pacte social. Ça donne sacrément à réfléchir sur notre propre époque, quand on voit les disparités économiques actuelles, les barrières qui se multiplient. Est-ce qu'on vit le chapitre final d'une longue dégradation, ou est-ce que notre monde est juste le brouillon en attente d'une nouvelle révolution? C'est tout le paradoxe de cette tour de briques rouges sur la couverture dont on parlait au début. Elle a l'air indestructible, cette tour de la civilisation. Mais les arbres qui poussent à travers les murs sont bien là. Leurs racines continuent de s'étendre en silence. Jusqu'à faire éclater le ciment. Sur cette image puissante, on va s'arrêter là. Une sacrée réflexion à garder en tête longtemps après la fin de cette écoute.